run for a cure, walk for a cure, but could somebody just stop, turn around, look back, and look for a cause? The company's pressure to get us fired. This way, the longer they wait, the more time they get to keep selling the same stuff and damaging the health of people to make profit on the backs of people's health. Or, les 8 plus grandes compagnies du monde qui font des OGM sont les 8 plus grandes compagnies pharmaceutiques du monde et sont les 8 plus grandes compagnies de pesticides du monde. We need to have a full airing of the hypocrisy involved in companies that make a fortune selling things that cause cancer and then profit at the other end from treating the disease. If they found similar things that what we found, they wouldn't be able to hush it up again. Bonjour, je m'appelle Emmanuelle et je suis réalisatrice du film The Idiot Cycle. On n'a jamais trouvé un titre en français, alors ça a été traduit Cycle idiot, mais je crois que ça n'a aucun sens en français. Vu que tout le monde ou certaines personnes ont déjà vu le film, je vais résumer en 2 secondes. Le film, en fait, est basé sur le cancer et justement sur les compagnies qui fabriquent les pesticides, les traitements de cancer et aussi les OGM. On a tracé, en fait, on a commencé avec AstraZeneca, qui est une grande boîte pharmaceutique qui avant faisait 2 compagnies, AstraZeneca, qui faisait justement des herbicides, des pesticides, beaucoup de choses cancérigènes. Et c'est de là où j'ai commencé à faire mes recherches il y a 8 ans. On a commencé à faire le film sérieusement il y a 3 ans avant qu'il est sorti en 2009. Et là maintenant ça fait 2 ans qu'on essaie de sortir le film avec beaucoup d'obstacles et beaucoup de problèmes. Mais voilà. Alors je ne sais pas si quelqu'un a des questions. D'accord, c'est sur le site theidiotcycle.com. Je vais noter l'adresse du site sur le panneau. On laisse le tableau blanc là-bas pour ne pas gêner le film, mais je vais vous le noter. Il y a une seconde chose qu'on essaye de faire, c'est que se mettre en contact avec les bibliothèques municipales et les bibliothèques des universités. Alors, on a déjà commencé à contacter 55 bibliothèques municipales en France. Le problème en France, c'est qu'en fait, ils travaillent avec 5 fournisseurs. Alors, si ce n'est pas dans le catalogue de leurs fournisseurs, et si quelqu'un n'y va pas à la bibliothèque pour le demander, ils ne vont pas le commander. Est-ce que pour des associations très militantes, vous faites les mêmes conditions que dans des bibliothèques? Ça dépend. Si c'est une bibliothèque et qu'il y a une, comment dire, if you have a collection, c'est une bibliothèque, oui. Si les gens ils ont une carte pour venir prendre un truc, si c'est dans le même esprit qu'une bibliothèque, oui. Quand c'est une association environnementale? Ça dépend de l'utilisation. Alors si c'est pour des projections publiques, c'est différent. Quelles sont les conditions pour les projections publiques? Ça, il faudrait que vous envoyiez un email. C'est marqué sur le site. Et en projection privée, c'est possible, oui, au sein d'une association quand c'est pas public? En fait, c'est pas moi qui s'occupe de ça, c'est la productrice. Mais tous les prix sont pareils pour tout le monde et c'est en fonction de l'utilisation du film et comment vous voulez utiliser le film et comment il va être utilisé. Ah, merci. Merci, c'est gentil. Au début de votre intervention, vous avez parlé de difficultés. Pourquoi? Parce que c'est par rapport à des diffusions, par exemple, sur des chaînes en France. Déjà, pour financer un film comme ça, c'est très délicat parce que même des... Quels sont les obstacles? Les obstacles, en fait, c'est que
déjà dans les télévisions, il y a peut-être une ou deux personnes qui décident les projets avec lesquels ils vont faire des coproductions. Alors, si un projet arrive à faire une coproduction avec une chaîne de télé, vous avez un budget qui est assez tranquille. Ça veut dire que tout le monde sur le film peut être payé correctement. Vous avez un budget où, suite à la sortie du film, vous n'avez pas besoin de vous faire du souci pour s'il est piraté, s'il est volé. Ce n'est pas notre cas. Il faut savoir aussi que les télévisions, 80% de leur rentabilité, c'est la pub. Alors si ça va à contresens des marques qui payent pour mettre des pubs sur leur chaîne, ils ne vont pas être très d'accord. Il y a aussi le fait des assurances. En Nord-Amérique, il y a une assurance qui s'appelle Errors and Omissions. Si vous n'avez pas cette assurance, vous ne pouvez pas sortir votre film à la télé. Et nous, ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait le dossier pour l'assurance avec justement un avocat au Canada qui fait ses assurances pour des documentaires difficiles. Il a fait pour un documentaire qui a fait une enquête contre Coca-Cola. Il a fait vraiment des trucs difficiles. Il a dit c'est la première fois qu'on a été arrêté. Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est 3 jours après qu'on a commencé la procédure. Notre boîte de production a reçu un email de quelqu'un de Agriculture Canada, c'est quelqu'un du gouvernement, demandant qu'on enlève les choses qui ont à voir avec the Ministry of Agriculture au Canada, qu'on enlève du site. Et on a dit s'ils ont des preuves que c'est pas vrai, ils peuvent nous l'envoyer et on l'enlèverait. Et ils nous ont jamais rien envoyé. Par contre, 3 jours plus tard, la direction de l'assurance nous a dit qu'ils ne peuvent pas nous donner une raison pourquoi ils ne vont pas assurer le film, mais ils ne vont pas l'assurer. Et ça, d'habitude, il faut une lettre officielle pour dire les raisons pour lesquelles vous n'assurez pas un film. Et justement, sur notre film, on n'a pas eu... Alors, on ne peut pas vous dire pourquoi ils ont refusé de l'assurer. Le problème, c'est qu'une fois qu'une assurance vous refuse, tous ils vous refusent, et il n'y en a pas énormément de compagnies d'assurance qui font cette assurance. Il y en a peut-être 6 en Nord-Amérique. Et les témoignages que vous avez recueillis, est-ce que ça a été simple ou bien les gens se livrent assez facilement? Pas toujours. Il faut dire qu'en Sarnia, par exemple, la ville au Canada, Ada, c'est presque la seule personne qui se bat contre toutes les compagnies toute seule. Michelle, qui est à Midland, dans la ville à Michigan, elle est toute seule à se battre, toute seule. Alors vraiment, les gens lui encouragent, lui disent « c'est super ce que vous faites », mais ça fait 8 ans qu'elle le fait et elle a dit que tout le monde a tellement peur que personne ne se met de son côté et ça devient difficile. Elle a dit qu'elle va peut-être arrêter là. Oui. Bravo aussi pour ce film, vraiment qui est excellent et très riche en informations. Je voulais vous demander, les grands groupes comme BASF, AstraZeneca, Bayer, tous ces gens qui ont refusé de participer au film, étant donné que vous n'avez pas d'assurance, est-ce qu'ils ont engagé des poursuites judiciaires ou sur certaines informations? Est-ce qu'ils ont connaissance? S'ils ont refusé, c'est qu'ils ont connaissance que vous avez fait ce film? Je sais pas. Je peux vous dire que Dow Chemical, ils ont été contactés par des journalistes et ils ont juste dit qu'ils ne connaissaient pas le film, ils ne l'ont pas vu. Mais ils nous ont pas demandé une copie. D'accord. Quoi que ce soit. J'ai appris tout récemment, je ne savais pas, que Dow Chemical va financer les Jeux Olympiques à Londres prochainement. Oui. Voilà. Donc ça, c'est... Eh oui. D'accord. Merci. Il y a beaucoup de choses de toute façon dans les Olympiques. J'ai beaucoup d'amis qui étaient aux Olympiques à Sydney et à Beijing. Et maintenant, par exemple, les athlètes, si c'est pas un sponsor d'eau pour les Olympiques, même les athlètes ne peuvent pas rentrer dans les vestiaires avec de l'eau qui n'est pas de la marque de le sponsor. Alors ça devient vraiment ridicule, même les Olympiques. Moi, je peux même plus les regarder parce que depuis Barcelone, ça devient de plus en plus pire. Et les histoires que racontent mes amis, c'est tellement dégoûtant qu'on se dit c'est pas du sport, ça. On n'est pas là pour rencontrer des autres pays. Même à Sydney, c'était McDonald's qui était le sponsor. Alors si vous voulez manger autre chose, il fallait aller en dehors du village olympique.
Bonjour, je suis chirurgien dentiste, je suis venu spécialement du sud-est de la France là, pour vous donner une information qui va dans le sens de ce que vous faites. C'est très bien de faire prendre conscience tout à fait que plutôt que de vouloir soigner le cancer par des médicaments, d'abord d'arrêter de s'intoxiquer. Et bon, il existe une expérience qui a été faite dans le sud-est de la France qui va dans ce sens-là, où des milliers de gens ont été soignés, notamment du cancer, et aussi tout est fait pour étouffer cette information. Moi-même, j'étais chirurgien dentiste, on m'a interdit d'exercice à vie, on a menacé tous les médecins, tous les dentistes qui faisaient ça, et c'est confirmé par des travaux allemands et suisses-allemands, des cliniques en Suisse-Allemagne qui travaillent sur ce sujet et qui pensent aujourd'hui que les pesticides c'est une cause importante de cancer, c'est évident, mais qu'il existe encore une cause encore plus importante qui n'est absolument pas connue en France et qui serait la dent dévitalisée. Voilà, donc c'est l'information que je voulais vous donner et il y a énormément de... J'espère qu'un jour vous aurez l'occasion de faire un film sur ce sujet. Rappelez-vous ce mot, la dent dévitalisée, en anglais c'est root canal, et ça serait pour des scientifiques, des médecins, des directeurs de clinique, des gens qui ont travaillé sur des milliers de gens, la première cause de cancer dans la civilisation occidentale. Voilà, c'était le message que je voulais vous délivrer. Je vous remercie de m'avoir écouté. D'accord, merci. Corinne Lalo, qui a écrit un livre, coécrit un livre qui s'appelle Le livre noir des médicaments, qui sort après-demain. Voilà. Donc elle en a un exemplaire tout chaud du four pour... J'en ai qu'un seul exemplaire, je suis désolée parce qu'il sort après-demain. Donc je peux vous le montrer. Il s'appelle Le livre noir du médicament. Et donc j'ai écrit avec un autre journaliste qui lui a une formation de biologiste. Moi je suis journaliste de télévision. Je travaille au journal télévisé de TF1 et depuis bientôt 30 ans, j'essaye dans le journal de télévisé, dans le 20h, dans le 13h, de faire passer toutes ces idées qui concernent justement l'agriculture biologique, de faire passer justement tous ces dangers sur les pesticides. Et donc sur la radioactivité aussi, j'étais en 86 à la frontière franco-allemande pour dire qu'effectivement c'était un peu bizarre que le nuage ne passe pas. Et donc voilà, à cet égard, j'avais fait la première interview télévisée de Michel Rivasi. Elle n'avait jamais fait de télé, et puis on s'est rencontrés comme ça, et depuis d'ailleurs, on est restés très proches. Et donc, depuis 20 ans, j'essaye justement de présenter au grand public ces minorités qui n'ont pas souvent accès aux grands médias. Donc, puisque moi j'appartiens à un grand média, j'essaye justement de leur en faire bénéficier. C'est pour ça que j'ai retrouvé dans le film qu'on a vu ce matin des gens que je connais bien parce que je les ai interviewés, certains il y a longtemps, comme l'agriculteur qui était d'Agen, Monsieur De Kochko, ou alors Gilles-Éric Serralini qui va parler justement des analyses qu'il a faites sur le Roundup. J'ai à chaque fois dans le journal télévisé pu parler de ce qu'il avait fait et donner une grande audience à ce qu'il avait fait de façon justement à ce que cela ne reste pas confidentiel. Et donc là maintenant on va parler du bouquin. Moi pendant 20 ans j'ai justement essayé de montrer en quoi l'agriculture pouvait avoir des conséquences sur l'environnement, mais aussi sur la santé évidemment. Et par-delà l'agriculture, maintenant, qu'en est-il des médicaments ? Puisqu'il y a une façon de faire croître une plante, c'est l'agriculture. Et puis on a vu qu'avec l'agronomie, on peut se passer de pesticides. C'est ce qu'a montré l'agriculture biologique. Et en médecine, je pense que c'est à peu près la même chose. Si on fait confiance au corps et si on évite de le polluer, on peut essayer justement de le détoxifier et de permettre au corps de se guérir et aussi à ce moment-là de pratiquer une médecine qui ne soit pas une médecine qui, comme l'agrochimie, va essayer de masquer les symptômes, mais une médecine qui soit une vraie médecine, c'est-à-dire qui connaisse, qui essaye de comprendre exactement les mécanismes qui sont en jeu, ce qui n'empêche pas que le cas échéant, il puisse y avoir besoin de médicaments, mais en tout cas avec une information adéquate, de façon à ce que la personne qui va prendre le médicament ait reçu ce qu'on appelle un consentement éclairé. Normalement, le consentement éclairé, il est dû selon la loi. La loi impose le consentement éclairé du patient. Si vous vaccinez quelqu'un,
vous devez obtenir son consentement éclairé. Mais pour avoir le consentement éclairé du patient, il faut déjà que le médecin lui-même soit éclairé. Et c'est pas souvent le cas, on peut dire, c'est pas toujours le cas. Et à cet égard, l'histoire du Mediator est une histoire très très intéressante. Donc moi je l'ai suivie en tant que journaliste, et j'avais tellement d'informations autour de cette histoire du Mediator que en fait ça suffisait pas de le passer dans les journaux, il fallait que je le mette dans un livre. Donc c'est mon premier livre, j'ai jamais écrit d'autres livres. Et donc j'ai essayé de mettre tout ce que je savais dans ce livre, et encore, je me suis aperçue que j'ai pas pu tout mettre. Bon. Mais alors, qu'est-ce qu'on voit dans ce livre? Il y a plusieurs parties, mais il y a d'abord l'histoire du Mediator, il y a aussi tous les autres Mediators, les Mediators en puissance, il y a les Mediators passés, le Distilbène, thalidomide. Alors dans les Mediators en puissance, bon, on en parlera tout à l'heure, peut-être dans le débat, c'est tous les autres Mediators qu'il y a sur le marché actuellement, parce que, bon, évidemment, on s'est aperçu que le Mediator, c'était l'arbre qui cachait la forêt. Parce qu'on aurait pu se dire, c'est un médicament, et c'est un laboratoire pharmaceutique, c'est le mouton noir de l'industrie, mais toutes les autres industries ne sont pas comme ça, et ce médicament était vraiment unique. Bon, et en fait, c'est pas du tout le cas, et c'est ce qu'on explique dans ce livre. Et pour voir pourquoi on en est arrivé là, on a aussi remonté très loin, parce qu'il y a toute une partie historique qui part de l'Antiquité, mais surtout le vrai tournant, c'est le tournant au XIXe siècle, quand finalement on a commencé à remplacer les plantes par des substances synthétiques, et les médicaments sont devenus entièrement synthétiques, et ces médicaments sont fabriqués à partir du pétrole. Voilà, c'est que du pétrole. Vous pouvez chercher tous les médicaments qu'il y a sur le marché, la plus grosse majorité sont fabriqués à partir du pétrole, dont certaines molécules du pétrole, le benzène, qu'on va retrouver dans la chimie et dans les molécules de ces médicaments. Donc nous, on a dû se familiariser avec toutes ces molécules chimiques, et évidemment, on a pu découvrir pas mal de choses, on a avancé pas mal dans la compréhension. On s'est aperçu, par exemple, que les médicaments avaient pour précurseurs des intermédiaires, ce qu'on appelle des intermédiaires dans l'industrie chimique, c'est-à-dire que vous partez du pétrole, vous faites du craquage, vous craquez le pétrole, donc vous sortez des molécules et vous obtenez des intermédiaires. En fait, c'est des substances de base. Et à partir de ces substances de base, vous pouvez ensuite fabriquer soit des médicaments, soit des pesticides, vous voyez, soit des plastiques. Donc vous vous retrouvez, en fin de compte, avec des plastiques qui peuvent avoir des effets de médicaments, parce que justement, au début, c'est le même produit. Et que même au début, quelquefois, ils sont conçus pour être des médicaments, et on s'aperçoit qu'ils peuvent avoir des vertus pour le plastique. Et c'est le cas du bisphénol A. Le bisphénol A, au début, il a été testé parce qu'il cherchait une pilule, en fait, une pilule contraceptive. Bon, il s'était aperçu que le bisphénol A, c'était intéressant parce que justement, ça pouvait bloquer l'ovulation pour agir un peu comme les hormones féminines. Et puis, ils ont trouvé finalement quelque chose qui était beaucoup plus intéressant que le bisphénol A. Ils ont trouvé la pilule contraceptive, qui est pareil, hein, ça revient pareil du pétrole. Et finalement, ils ont laissé tomber le bisphénol A en tant que médicament, et puis ils se sont aperçus que ça pouvait durcir le plastique, que le rendre plus solide. Donc finalement, ils l'ont mis dans le plastique. Et une fois qu'ils l'ont mis dans le plastique, c'était plus un médicament, on est d'accord. Sauf que comment on s'est aperçu que justement ce plastique pouvait avoir une influence sur les hormones, puisque c'est le problème avec le bisphénol A. Et ça, il faut reconnaître ça à une chercheuse américaine qui s'appelle Anna Soto, qui, elle faisait des recherches sur le cancer. Donc elle mettait des cellules dans des petites pipettes en verre, ou d'un certain plastique, et puis un jour, les cellules témoins commençaient elles aussi à se multiplier, alors qu'elles étaient censées être les cellules témoins et ne pas se multiplier. Alors que dans les autres pipettes, dans les autres tubes à essai, elles mettaient des produits chimiques, justement, des hormones, pour faire grossir le cancer. Alors elle s'est dit, mais comment c'est possible que là aussi ça commence à grossir? Elle a dû faire une enquête vraiment policière,
pour obtenir finalement du laboratoire qui avait fabriqué les tubes en plastique, l'information selon laquelle la fabrication du plastique avait changé. Il y avait eu un changement. Et quel était ce changement? C'était justement d'avoir introduit du bisphénol A dans la fabrication du plastique. Et c'est comme ça qu'elle s'est aperçue que le plastique relarguait des hormones, qui en fait avaient le même effet que les hormones contraceptives ou que les hormones naturelles, qui sont justement censées être aussi des hormones de croissance quelque part. Donc ça, c'est ce genre d'informations qu'on a pu trouver en menant l'enquête. Et on a aussi mené l'enquête, évidemment, donc sur le Mediator. On est allé assez loin dans l'enquête sur le Mediator. Et parce que la première question qu'on s'était posée, c'est comment se fait-il que, finalement, on n'ait pas empêché, du côté des autorités sanitaires, ce produit de venir sur le marché. Donc, d'abord, on s'est dit, mais quel est le problème par rapport à ce produit? Donc, d'abord, au début, quand il y a eu vraiment le scandale qui a explosé, c'était parce qu'il y avait une enquête officielle qui avait montré qu'il y avait de 500 à 2000 morts. Mais au début, on disait simplement, bon, c'est un antidiabétique qui a des effets secondaires et il y a entre 500 et 2000 morts. Ça, c'était le début du scandale. Sauf qu'après, on tire un fil, on se dit, mais est-ce que c'est vraiment un antidiabétique? On s'aperçoit que c'est pas évident que ce soit un antidiabétique. Au début, on se dit, c'est pas évident. Et par contre, on s'aperçoit que c'est utilisé comme coupe-faim. On se dit, tiens, pourquoi c'est utilisé comme coupe-faim? Alors, on tire un autre fil. Qu'est-ce qui fait que c'est utilisé comme coupe-faim? Les seuls coupe-faim qui existent, en grosse majorité, ce sont les amphétamines. Les amphétamines sont des coupe-faim et les coupe-faim sont à 99% des amphétamines. Donc on s'aperçoit que ce produit qui est censé être antidiabétique, quand on tire un fil, c'est en fait une amphétamine. Alors il y en a qui vont dire, oui, mais en quoi c'est un problème que ce soit une amphétamine après tout? Ben, le problème des amphétamines, c'est que d'une part c'est illégal, hein, d'une part, mais c'est pas illégal pour rien, c'est parce que ça produit des effets secondaires graves, bon, cardiaques, mais aussi psychiatriques. Et donc on s'est dit, bon, mais c'est une amphétamine, est-ce qu'il y avait aussi des effets psychiatriques? On continue à tirer un fil, et puis on retrouve des informations qui sont des informations des agences sanitaires, mais qui n'ont jamais été divulguées, selon lesquelles justement les effets psychiatriques avaient été répertoriés, de même que les effets cardiaques, qui étaient d'ailleurs les mêmes effets cardiaques que les effets des amphétamines, parce que les amphétamines ont été interdites principalement à cause des effets cardiaques et psychiatriques. Et donc, les enquêtes sanitaires, on s'aperçoit qu'elles existent, mais elles n'ont jamais été diffusées, elles sont restées à un stade confidentiel. Et ce qui s'est passé avec l'affaire du Mediator, qui est très intéressante, c'est que justement, il y a eu 2 missions d'information parlementaire. Il y a eu une mission d'information de l'Assemblée nationale, qui était présidée par Gérard Bapt, et une mission d'information du Sénat, qui était présidée par le sénateur Autain. Et ces 2 parlementaires ont auditionné pendant plusieurs mois, de janvier à juin l'année dernière, tous les acteurs du dossier, pour essayer de comprendre comment c'était possible que cet antidiabétique, entre guillemets, ait pu rester 33 ans sur le marché sans que les autorités sanitaires ne bronchent. Voilà. Donc ces auditions ont permis de faire venir tous ces acteurs, et ces acteurs ont été auditionnés d'une façon très approfondie par ces 2 parlementaires qui sont remarquables, et on a appris des choses incroyables, voilà. Et c'est toutes ces choses-là qu'on a pu remettre dans le livre, et de même qu'on a fait aussi l'enquête à partir des informations qu'on a pu obtenir. Je ne peux pas tout vous dire, mais enfin bon, en particulier pourquoi les autorités sanitaires n'ont rien fait. Je crois que le plus étonnant et peut-être le plus révélateur, c'est de comprendre comment certains acteurs interviennent. Voilà. Parce qu'il y a un système, on peut dire, ah bah c'est le système, on ne peut rien faire, c'est le système. Non, il y a des acteurs dans le système. Comment ces acteurs sont-ils choisis?
Alors certains de ces acteurs sont venus dire devant le Sénat et devant l'Assemblée nationale comment ils avaient été choisis. Alors c'est là où vous tombez de l'armoire. Par exemple, vous prenez le principal, on va dire un des dirigeants de l'AFSAPS, l'Agence sanitaire française, qui est actuellement président à l'Agence européenne du médicament, qui a le poste le plus important, puisqu'il est président du CHMP, qui est le comité à usage humain. C'est le comité qui autorise les médicaments au niveau européen. Ça veut dire au niveau européen, y compris la France. Bon. Le président, c'est celui qui est encore toujours numéro 3 de l'Agence sanitaire française. Donc c'est un médecin qui au départ est resté 2 ans médecin, qui ensuite est allé... Je vous fais son CV parce que c'est significatif. Au bout de 2 ans, il était en pneumologie. Il est allé au syndicat national de l'industrie pharmaceutique. Et là, il est devenu chef du médicament, donc c'était pas n'importe quoi. Et il est resté pendant 8 ans au syndicat national de l'industrie pharmaceutique à représenter tous les industriels du médicament. Mais qu'est-ce qu'il faisait pendant qu'il était là? Justement, son boulot, c'était quoi? C'était de participer à toutes les commissions à l'intérieur de l'agence sanitaire du médicament, l'AFSAPS. Donc il était présent dans toutes les commissions en tant que représentant du syndicat national de l'industrie pharmaceutique. Et donc pendant 8 ans, il a participé à toutes les commissions pour représenter les intérêts de l'industrie pharmaceutique, dont certaines commissions qui sont les plus importantes, à savoir la commission qui donne les autorisations de mise sur le marché. Donc lui, il représentait l'industrie pharmaceutique dans cette commission, il défendait les intérêts, et en fait, c'était absolument pas prévu par le règlement de l'agence que l'industrie pharmaceutique soit présente dans ces commissions, parce que ce sont des commissions qui sont censées défendre l'intérêt du patient, donc pas l'intérêt de l'industrie, qui, elle, était présente. Je ne veux pas monopoliser la parole. Hein, donc cette personne a d'abord représenté l'industrie, il est passé de nouveau 1 an dans l'industrie, carrément là dans l'industrie, et après, du jour au lendemain, il est revenu, mais cette fois, en tant que chef de l'évaluation du médicament à l'agence sanitaire. Et là, il est resté pendant 7 ans, et c'est lui qui était chargé d'autoriser les médicaments, de présenter les dossiers à l'autorisation en tant que représentant de l'agence, alors qu'il venait, très peu de temps avant, d'être le représentant de l'industrie. Voilà. Donc ça, c'est un exemple d'interpénétration ou d'infiltration, je ne sais pas comment on peut dire. Toujours est-il que devant l'Assemblée nationale, il a reconnu qu'il avait été recruté à l'agence sanitaire parce qu'il était industriel, et que d'ailleurs, quand il avait quitté son poste pour en prendre un autre poste au niveau européen, il avait lui-même recruté un industriel des laboratoires pharmaceutiques. Donc ça continue. Voilà. Et les 4-5 personnes qui ont été le plus mise en cause dans cette histoire du Mediator et qui pendant 30 ans ont laissé faire, il y en a encore 4 qui sont à des postes clés à l'agence et qui n'ont pas bougé. Quant à ceux qui ont bougé, l'ancien président et l'ancienne directrice de la pharmacovigilance, il y en a un qui a reçu une promotion au ministère de la Recherche et qui est secrétaire général de l'éducation à la recherche, et l'autre qui s'occupe de la pharmacovigilance de la région Île-de-France, c'est-à-dire avec plus de 15 millions d'habitants, c'est elle qui va maintenant s'occuper de notre santé. Voilà. Je vais arrêter parce que je ne veux pas non plus monopoliser. Merci. Bonjour. Alors, j'ai créé il y a quelques années maintenant un collectif assez commode, Agir pour une médecine écologique. Ça fait suite à une interrogation que j'ai eue au moment de l'appel de Paris par le professeur Bellepomme à l'UNESCO en 2004.
Et en 2004, j'ai été très étonné, choqué même, qu'on ne parle jamais de la pollution par les médicaments comme étant un facteur de pollution environnementale, au même titre que les autres toxiques. Et donc, du coup, ça a mis en moi cette espèce d'idée de toxiques nobles et de toxiques ignobles. Les toxiques ignobles étant tous ceux qui ont été décrits jusqu'à maintenant, et les toxiques nobles, ce sont tout simplement les médicaments pour lesquels il y avait toujours quitus, jamais une question n'était posée à l'égard des médicaments, ni en termes de sécurité, ni en termes tout simplement de consommation. Et travaillant à un moment donné avec la commission santé chez les Verts, j'étais là aussi extrêmement choqué par le fait que dans cette commission santé, on n'avait pas la position qu'il me semblait qu'on aurait dû avoir chez les Verts, c'est-à-dire qu'en termes d'agriculture, on valorisait tout de même l'agriculture biologique, et dans cette commission santé, on valorisait la médecine conventionnelle. Je ne comprenais pas très bien. Et c'est à ce moment-là qu'est né le concept de médecine écologique. Parce qu'à un moment donné, il y a eu un clash, et à l'issue de ce clash, quelqu'un a quand même proposé cette idée de créer un groupe pour une médecine écologique. J'ai voulu faire donc un colloque à ce moment-là, qui a été torpillé par les Verts à ce moment-là, je tiens à le dire. Et seule une personne chez les Verts, Jacques Bouteau, le maire du 2e arrondissement, a soutenu l'initiative, m'a prêté une salle et fait tout ce qu'il a fallu faire pour que ça fonctionne. En 2006, on a créé le collectif Acécomède et je me suis dit que pour faire avancer l'idée, il fallait absolument qu'il y ait un support. C'est ce qui m'a conduit à écrire un livre, mais il me manquait des informations essentielles. Ces informations essentielles, c'était le versant pollution, qui jusqu'à maintenant était très peu exploité. Quelques articles à droite à gauche qui étaient parus sur la pollution par les médicaments, en particulier dans le lac Léman, des fuites des entreprises pharmaceutiques autour du lac Léman, quelques petites fuites, et quelques petites fuites dans la presse. Et puis, début 2007, c'est l'explosion. 20 ou 30 articles qui paraissent dans la presse, sur Internet, ce qui était énorme parce qu'on en avait 3 par an, 4 par an. Et d'un coup, là, je trouve la matière pour démarrer mon livre, qui s'appelait à ce moment-là « Pour une médecine écologique », dans lequel je montrais effectivement que l'agriculture, comme la médecine, présente les 3 mêmes défauts, c'est-à-dire des pollutions qui commencent à devenir insupportables, et pour les pollutions médicamenteuses dans l'eau, ça c'est un problème qui reste encore relativement occulté, mais qui est plus du tout marginal. On est dans un certain nombre de cas à des toxicités qui sont à la moitié de la dose maximum dans l'eau. Donc on en est très, et puis ça ne peut qu'augmenter de toutes les façons. Des coûts qui commencent à devenir insupportables. Alors s'il n'y avait que des pollutions et des coûts insupportables, ce serait acceptable si l'efficacité était au rendez-vous. Mais c'est la démonstration que je fais dans ce livre. L'efficacité médicale conventionnelle est extrêmement médiocre, extrêmement faible. Une des dernières études, par exemple, sur les effets des anticancéreux sur les tumeurs solides en particulier, ce qu'on appelle les chimiothérapies, 2,2% de bénéfices par une chimiothérapie. Ça, c'est une étude australienne corroborée par une étude américaine, c'est très récent comme étude. Alors, à la suite de ça, le bouquin que j'avais fait est un pavé qui reproduisait toutes les informations que je pouvais avoir dans ce domaine-là. On m'a demandé, mais qu'est-ce qu'on fait après? Et bien voilà, c'est ce qu'on fait après, c'est-à-dire que maintenant, j'ai proposé de faire un 2e bouquin qui vient de sortir, qui sort aujourd'hui, donc vous l'aurez peut-être à la fin de cette réunion, Se soigner sans s'empoisonner. C'est-à-dire que la difficulté maintenant, c'est de passer à l'action. Alors, mon propos, c'est d'aller vers une autre problématique que celle de se dire il y a des ennuis, il y a des problèmes de sécurité, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Par exemple, en matière de pollution par les médicaments, oui, ben on va inventer des filtres plus performants, on va mettre des centrales, enfin pas des centrales, des stations d'épuration plus performantes, etc., etc. Mais au bout du compte, rien ne devait changer. Donc moi, mon autre problématique, c'est de dire à un moment donné, bon, la sécurité des médicaments, maintenant, c'est un problème qu'on connaît, sur lequel on ne peut plus faire l'impasse. Les coûts sont de plus en plus insupportables, et j'ai entendu ce matin dans le film
un intervenant qui disait qu'on ne pouvait déjà plus soigner tous les cancers, et pas pour des raisons, simplement pour des raisons économiques. Et je propose le concept de rupture dans le domaine de la santé, c'est-à-dire que je fais le pari, l'hypothèse et le pari qu'on va rencontrer des problèmes de rupture. Alors ces problèmes de rupture ont déjà eu lieu. Dans les années 90, il y a eu une grosse rupture qui est passée totalement inaperçue, c'est-à-dire qu'effectivement, les pays de l'Est n'avaient plus de médecine, puisqu'ils n'avaient plus de médicaments fournis par l'Union soviétique. Il n'y avait plus d'Union soviétique. Ils n'étaient approvisionnés que par l'Union soviétique. Ils n'avaient plus de médicaments. C'était une catastrophe. À ce moment-là, ils ont dû se débrouiller avec d'autres moyens, aller vers les médecines non conventionnelles, faire un certain nombre de choses. C'est ainsi d'ailleurs qu'ils ont travaillé avec le groupe dans lequel j'étais, dans lequel on faisait des médecines chinoises, et ils sont venus, les Tchèques sont venus demander de l'aide à notre groupe pour pouvoir travailler en médecine chinoise au sein des hôpitaux de Prague. Voilà, donc on a eu ce genre de choses, c'est passé assez inaperçu, il y a eu des petites ruptures lors d'un incident nucléaire sur une centrale belge, on a été privé pendant 6 mois de produits de contraste dans tout le nord de l'Europe, par exemple, c'est une rupture. Si demain on a un problème de transport pour des questions de pétrole ou autre, il y a un médicament dans une pharmacie, il n'y en a pas 2 ou 3. Si vous arrivez le 3e, eh bien, il faut attendre le lendemain pour qu'on vous le donne. Attendre le lendemain ou attendre 3 jours éventuellement si le camion circule plus ou beaucoup moins. Donc on peut avoir ces gros problèmes de rupture, et puis évidemment, problème de rupture majeur, en pleine crise comme actuellement, on a parlé de 40 milliards de déficit en 2010, il est bien évident que on risque d'être dans une difficulté absolument majeure à ce moment-là, de ne plus pouvoir du tout payer les traitements. Alors, on avait vu toutes ces questions de sécurité, ces questions de pollution, ces questions d'efficacité, et donc clairement il faut passer à autre chose. Alors, vous lisez là effectivement cette citation d'un ancien directeur général des laboratoires Merck. Vous voyez, donc c'est très clairement, je suis peiné que notre clientèle se réduise à des malades, et si nous réussissons à produire des médicaments pour des bien portants, alors on pourrait vendre nos produits à tout le monde. Alors, ça a l'air drôle comme ça, effectivement, mais vous savez qu'il y a un outil médical extrêmement intéressant aux États-Unis, le DSM, qui est un outil de description des maladies psychiatriques. Donc, il y a eu DSM-1, DSM-2, DSM-3, on en est au DSM-4, et entre les différents DSM, il y a eu une explosion du nombre de syndromes décrits. Évidemment, plus il y a de syndromes, plus il y a de malades. Et plus il y a de malades, plus il y a de médicaments à vendre. Donc effectivement, on invente chaque fois des maladies nouvelles pour pouvoir vendre des médicaments supplémentaires. Alors évidemment, c'est la démarche qui est employée ici, on le voit bien. Ce serait pas mal si mon truc tournait. Voilà, c'est mieux. Alors donc, sur la question de sécurité, vous avez de nombreux auteurs qui ont travaillé sur la question. On en a un ici à notre table, Corinne Lalo, mais également Sylvie Simon, qui travaille sur cette question depuis fort longtemps. Claire Sévrac, plus récemment, avec un livre qui s'appelle « Complot mondial contre la santé ». Si vous voulez avoir une information tout à fait exhaustive sur les vaccins, je vous conseille le livre de Michel Georget, très complexe, très difficile, mais vous avez tout. Des livres plus faciles, ceux de Sylvie Simon. Vous avez un livre, ou des livres, Le secret, non, comment c'était, sur l'industrie pharmaceutique de Philippe Pignard, qui a fait un tabac important dans les années... Le grand secret de l'industrie pharmaceutique dans les années 2006, 2007, par là, etc. Donc là, les livres, il y en a effectivement de nombreux sur la question. Le livre sur le cholestérol, du docteur Delors-Jouril. Voilà, Philippe Saintonge. Non, Claude Saintonge. Il y en a de très nombreux. Il y a eu sur les vaccins, il y a eu également... on est toujours dans les dossiers noirs, le dossier noir sur l'hépatite B de Lucienne Foucrat, par exemple. Alors, je parlais tout à l'heure des coûts insupportables. Nous avons le rapport de la Cour des comptes de Philippe Séguin, qui, un des premiers, a mis l'accent sur ce trou insupportable de la sécurité sociale. La crise économique, qui est totalement incompatible avec notre culture de la dette actuellement. Les 40 milliards de déficit qu'on nous annonçait en 2010. Et un principe économique qui est incompatible avec la protection sociale. On est en train de le voir tous les jours.
plus le principe il est simple, on diminue la masse salariale pour faire de plus en plus de profit. Et comme c'est la masse salariale qui nourrit la protection sociale, eh bien on n'a plus de protection sociale. C'est aussi simple que ça. Il y avait aussi un autre problème sur la protection sociale, c'est qu'en fait au départ la protection sociale est une assurance. Et le principe de l'assurance, c'est de garantir un incident occasionnel. Or là, la maladie n'est plus un accident occasionnel, c'est quelque chose que tout le monde a. Vous êtes tous malades, nous sommes tous malades, donc on ne peut plus garantir un risque qui atteint tout le monde. C'est pas possible. On ne peut garantir que des risques qui couvrent peu d'incidents. C'est fait pour ne pas arriver. Si vous avez une assurance pour que votre maison ne brûle, enfin pour être garantie sur un incendie de votre maison, vous avez l'espoir évidemment que votre maison ne brûle pas. Et finalement, il y a assez peu de maisons qui brûlent. C'est pour ça que finalement, l'assurance tient le coup. Alors on s'aperçoit qu'avec les différentes catastrophes récentes, les assurances tiennent de moins en moins le coup. Mais ça va encore pour elles. Voilà, donc le principe de l'assurance, là, était totalement dévoyé. On avait une industrie, pas une industrie d'ailleurs, mais un système médico-hospitalier industriel qui se servait dans cette manne sans fond de la sécurité sociale. Sur les pollutions médicamenteuses, je pense avoir été un des seuls à faire un tour assez exhaustif de la question et surtout à la relier à cette question-là, donc pour ce livre « Pour une médecine écologique » aux éditions Alphée Jean-Paul Bertrand. Ah ben je suis désolé, mais j'ai pas d'autre solution, excusez-moi. C'est long, c'est très détaillé, 450 pages, on ne les détaille pas. Ensuite, on poursuit, excusez-moi si je vous dérange. Révolution sanitaire. Le principe d'une révolution sanitaire, c'est effectivement que les différentes difficultés là justifient amplement un changement radical. Ce changement radical ne viendra pas des textes, ne viendra pas des institutions, il ne viendra pas des politiques. Corinne Lalo vient de le dire, il y a des collusions qui sont totalement insupportables et je ne vois pas vraiment comment on peut les faire sauter. Et il me semble qu'il n'y a qu'un seul moyen, c'est que les individus commencent à se prendre en charge. Donc pour ça, il faut de l'information. C'était le sens des livres que j'ai voulu faire. Je ne l'ai pas fait pour vendre des livres, je le fais uniquement pour essayer de promouvoir cette idée qui est qu'on doit progressivement se former, parce qu'on ne peut pas compter sur ni le corps médical pour nous former, ni la publicité pour nous former. Vous savez qu'actuellement, le corps médical est formé par l'industrie pharmaceutique. Alors, on n'y est pas encore tout à fait. Là, pour l'instant, on est surtout sur les cancers, on est sur pas mal de choses. Mais début novembre, en général, publicité sur la dépression. D'accord? Ah oui, c'est normal, vous êtes tous dépressifs. Donc, c'est le moment de vendre de l'antidépresseur. Pour l'instant, c'est la coqueluche qui revient. Donc, on a quand même quelques fers au feu, la coqueluche, la rougeole. Donc, il y a de la vaccination à vendre. Donc, donc on voit bien que l'information ici, elle est strictement téléguidée par l'industrie. Donc, on ne peut pas compter sur eux. Donc, effectivement... Bien entendu. Mais les médias, Corinne Lalo l'a dit, non, pas Corinne Lalo, Emmanuel l'a dit, sur la publicité, les médias sont alimentés par de la publicité, ils ont des sponsors, entre guillemets, dont ils ne peuvent pas se passer, c'est impossible, on a vu pour Le Monde sur une affaire récente, je n'ai plus en tête, mais ils ont été obligés de court-circuiter l'enquête parce que ça mettait en péril leurs ressources publicitaires. Donc c'est les patients qui doivent se prendre en charge, qui doivent connaître un certain nombre de choses, qui doivent connaître les scandales qui sont là dénoncés, mais qui doivent aussi connaître leurs possibilités alternatives. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Et là, pour ça, il faut éveiller la conscience, il faut sortir de la peur. C'est le sens de ce dernier livre que je fais, excusez-moi si je refais encore un petit peu de publicité, mais il me semble important, effectivement, de mettre ça en avant. Il faut avoir des outils pour cesser d'avoir peur. Et donc, je considère qu'effectivement, il y a un point crucial qui est au cœur du sujet, c'est que la liberté thérapeutique ne peut aller sans la responsabilité personnelle. C'est-à-dire que moi, personnellement, en tant qu'individu, je revendique d'être responsable de mon état. Et en même temps,
j'exige qu'on me donne ma liberté. Et j'attends qu'effectivement le plus de gens possible se manifestent sur ce point-là. Bien entendu, il y a tout l'éventail des médecines non conventionnelles. Je rappellerai l'affaire de la loi de 2004 qui indique très précisément celle qu'on appelle droit des malades ou qu'on appelle également loi Kouchner, qui indique très précisément cette affaire de consentement éclairé, sur laquelle on ne peut rien faire. Ce qui veut dire que concrètement, même les droits sur l'euthanasie et tout ça, consentement éclairé. Je ne peux pas accepter un traitement, je ne dois pas accepter un traitement si je n'ai pas été éclairé et si je n'ai pas donné mon consentement. Donc pour mourir, c'est très simple, il suffit de ne pas donner son consentement. Donc, ça suppose une autonomisation médicale, c'est-à-dire connaître les problèmes de santé, aborder des questions simples. Nos grands-mères, nos mères, quelquefois pour certains plus âgés, utilisaient régulièrement des cataplasmes d'argile, des cataplasmes de moutarde, un certain nombre de remèdes qui fonctionnaient et qui permettaient de ne pas se ruer sur les urgences et sur le SAMU chaque fois que quelqu'un toussait un peu ou avait une fièvre un peu élevée. Donc on s'est débrouillé pendant de nombreuses années sans ces outils des urgences vers lesquelles tout le monde se réfugie maintenant. D'abord parce que les gens ont peur. Pourquoi à 3 heures du matin? Parce que c'est l'heure où on a la trouille. La nuit est déjà bien engagée et le début de nuit n'est pour pas bien, et pour très bientôt et pas pour tout de suite. Donc on a peur que ça dure. Et donc on a besoin d'aller vers des changements d'habitudes alimentaires, vers des changements d'attitudes mentales et émotionnelles. Et donc voilà, je cesse parce que là il y avait un petit coup de pub au passage et donc je m'arrête. Je vous remercie. Bonjour à tous. Je n'ai pas de livre, donc il n'y aura pas de publicité. Voilà. Ça ne veut pas dire pas d'activité, parce qu'il n'y a pas que des livres. Pour ma part, j'ai fait le choix de tout donner ouvertement, gratuitement sur Internet. Donc, je n'attends pas de remerciements non plus, c'est simplement une question de choix de moyens de communication. En France, je suis active depuis 2007. En libre accès sur Internet, sur un blog qui s'appelle Pharmacritique. Donc j'ai abordé dans à peu près 700 articles toutes les questions, que ce soit le disease mongering, l'invention des maladies, que ce soit la société du cancer, que ce soit le problème de l'inefficacité des traitements du cancer, dénonçant en particulier, et c'est le sujet ici, c'est pour ça que je rebondis tout de suite, il y a un problème qui me semble doit être dénoncé en tant que tel, parlant de cancer. Donc, mis à part le problème du progrès thérapeutique qui n'existe plus, et on sait qu'il n'existe plus depuis une quinzaine, une vingtaine d'années en général. Donc, c'est le marketing qui a pris la relève. À chaque fois que nous avons des soi-disant nouveaux médicaments, ce sont généralement des copies des anciens médicaments. On ne peut plus parler de service médical rendu et encore moins d'amélioration du service médical rendu, mais malheureusement, la haute autorité de santé qui devrait faire ces évaluations-là ne les fait pas. C'est des formalités. Hein. Vous avez... la haute autorité accorde un niveau d'amélioration du service médical rendu de 1 à 5, mais c'est une pure formalité puisqu'elle n'a jamais rejeté un médicament pour cause d'amélioration insuffisante du service médical rendu. Alors, se pose la question pour ce qui est des cancers, donc outre les pollutions, les questions d'environnement, se pose la question d'un certain nombre de classes de médicaments et j'épingle très régulièrement sur Internet, donc en libre accès,
la classe qui s'appelle anticorps monoclonaux. Les anticorps monoclonaux, c'est une vingtaine de médicaments, et le problème est beaucoup plus grand que ce qu'on peut en penser, parce que ce sont des médicaments qui résultent des biotechnologies, donc ça pose déjà un problème, puisqu'on ne sait pas très bien, enfin il y a encore moins de transparence sur le côté technologique, sur les méthodes de fabrication. Donc c'est déjà un problème en soi, mais comment vous dire, ces médicaments ont été inventés, il y en a eu un et après une vingtaine, mais c'est pratiquement du pareil au même, seulement ce sont des MeToo, parce que comme ça rapporte gros, chaque médicament, chaque laboratoire veut avoir le sien, et donc il suffit de nos jours de modifier un excipient ou un petit quelque chose dans le médicament pour déclarer que c'est une nouveauté, et donc chacun a son MeToo, moi aussi j'en veux, en gros. Hein. Voilà. Donc on en a inventé un premier, c'était pour les malades souffrant d'un cancer en stade terminal. Donc on savait très bien qu'il n'y avait aucune possibilité de guérison, et lorsque ces premiers médicaments, ces premiers biomédicaments anticorps monoclonaux ont été mis sur le marché, c'était parce que certaines études très restreintes et selon une méthodologie très particulière ont montré que ces médicaments pourraient éventuellement prolonger de quelques semaines, si jamais ça arrivait, voilà, la vie des malades. Donc la question se pose, bon, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Donc il y en a eu un, il y en a eu deux, puis il y en a eu une vingtaine. Et après, malheureusement, dès qu'on parle de cancer, et vraiment je vais laisser de côté l'exposé pour rester là-dessus, parce que on va voir que ça commence par le cancer, mais ça va dans d'autres domaines. Et ça montre en fait, exemple concret à l'appui, les méthodes dont se sert l'industrie pharmaceutique. Donc, dès qu'on entend parler de cancer, on dirait que la raison est court-circuitée. Donc il y a une pression énorme, aussi une pression exercée par les associations de patients, il faut bien le dire, parce que de nos jours, on a l'impression qu'une association est synonyme de bénévolat, de désintéressement, voilà. Or la plupart des associations de patients sont financées par l'industrie pharmaceutique. Bon, il y a quelques mesures maintenant pour que ces conflits d'intérêts soient eux aussi déclarés, mais on en est encore loin. Et donc, il y a une pression extrêmement forte dès qu'on entend parler d'un médicament qui aurait une vague efficacité. Il suffit qu'un labo lance un vague discours de propagande sur une vague efficacité pour que toutes les pressions se mettent en place pour que ces médicaments soient autorisés. Et alors, comme je le disais, l'AFSAP, bon, de toute façon, on sait ce qu'il en est, l'ancienne commission d'autorisation de mise sur le marché, son président et son vice-président avaient à eux deux des conflits d'intérêts avec 8 laboratoires pharmaceutiques majeurs. Donc à eux deux, ils faisaient toute la gamme, quoi. Après, un tel médicament autorisé passe à la haute autorité de santé qui, comme je le disais tout à l'heure, ne rejette jamais rien. Donc il donne toujours, il reconnaît toujours une certaine amélioration pour que tel médicament puisse être remboursé par la sécurité sociale. Et donc, le problème de ces médicaments-là, c'est que, bon, on peut toujours se dire, oui, mais comment on va calculer le prix ? Est-ce qu'on va dire aux malades d'un cancer en stade terminal, bon, bah, écoutez, bon débarras, vous mourrez de toute façon, pourquoi on va dépenser des 1000 et des 100 pour prolonger votre vie ? Mais le problème ne s'arrête pas là. Donc ça, c'est une discussion
Pourquoi? Parce que en médecine, on ne devrait pas faire du sentiment, on devrait faire, outre l'analyse du rapport bénéfice-risque, qui devrait donc être à la base d'une autorisation de mise sur le marché et d'une évaluation, on devrait faire aussi une analyse coût-efficacité, c'est-à-dire est-ce que l'efficacité est là pour le coût que l'on paye, parce que c'est toujours nous qui payons, et il faut en finir aussi avec le discours de l'industrie pharmaceutique qui dit oui, on investit plus d'1 milliard de dollars, et maintenant ils disent même 1 milliard d'euros pour chaque nouveau médicament, donc forcément il faut faire des bénéfices, donc forcément les médicaments doivent coûter cher, et ainsi de suite. Et j'ai traduit, parce que c'est aussi ma façon de procéder, je traduis des textes ayant parlant plusieurs langues, voilà, j'ai la facilité, j'ai l'accès et puis la possibilité de traduire des textes de l'allemand, de l'espagnol, de l'anglais. Donc j'ai traduit un texte d'une revue médicale indépendante allemande, qui est la meilleure d'entre elles d'ailleurs, Arznei-Telegramm. Je lui ai fait beaucoup de publicité méritée parce que c'est elle qui a dénoncé en premier le scandale du Gardasil, du vaccin Gardasil, et voilà. Après, j'ai fait tout un dossier là-dessus, là encore en libre accès, parce que là encore on parle de cancer, donc là encore on court-circuite la raison, puisque soi-disant ce serait un vaccin contre le cancer. C'est loin d'être prouvé, mais enfin bon. Donc ce que je voulais dire, c'est qu'il faudrait aussi une évaluation coût-efficacité de ces médicaments, parce que nous parlons là de décisions de santé publique, et encore plus que dans une relation de soins individuels, lorsque quelque chose doit être prescrit en masse, la question, enfin la décision devrait être encore plus sérieusement fondée et analysée. Et pourquoi je passe à l'aspect santé publique? Parce que ces médicaments-là, donc, bon, outre le Gardasil où l'aspect santé publique est absolument évident, alors que le cancer du col de l'utérus n'est pas un problème de santé publique, donc on en fait un, et il y a la propagande pour dire que c'en est un, voilà. Donc, outre le Gardasil, sur lequel on peut revenir dans la discussion, je reste toujours à ces médicaments-là, les anticorps monoclonaux. Donc, je n'ai pas donné d'exemple, mais c'est Avastin, Herceptin, Tysabri, Raptiva qui a été retiré du marché, voilà, il y en a beaucoup, Remicade, Cimzia, il y en a vraiment une vingtaine qui sont pratiquement tous du pareil au même. Donc le grand problème avec ça, c'est que, comme je vous le disais, ils ont été autorisés pour ces cancers en phase terminale, mais les laboratoires ne sont pas cons, hein, parce que ils savent que plus ils prescrivent, plus ils comment dire, plus ils étendent leur champ, plus ils gagnent. Et donc, quelle est la première cible pour étendre ces parts de marché? Ce sont les maladies chroniques. Ces maladies qui n'ont pas de cure, il n'y a pas de traitement, donc du coup, on essaye n'importe quoi, et les malades sont vraiment désespérés. Vous voyez quelqu'un qui souffre d'une sclérose en plaques, mais j'ai des témoignages tous les jours, parce que j'attaque ces médicaments, exemple à l'appui, pas seulement ces médicaments, mais entre autres. Et donc, on me sollicite tout le temps en disant, mais vous vous rendez compte de ce que vous faites? Voilà, enfin un médicament qui apporte une promesse, un espoir, un je ne sais quoi. Donc, qu'est-ce qui se passe? Les laboratoires qui produisent ces médicaments mettent en place des petits essais, là encore selon une méthodologie absolument... enfin, elle n'est même pas digne de ce nom, quoi, et certainement pas de ce qu'on appelle evidence-based medicine, une médecine fondée sur le niveau de preuve, qui devrait être le gold standard, le standard dans
enfin, dans l'évaluation des médicaments et dans l'usage rationnel, parce que c'est de ça qu'il s'agit ici, non pas de jeter le bébé avec l'eau du bain, parce qu'il y a des scandales, il faut dénoncer les scandales et il faut après faire en sorte qu'il y ait un usage rationnel du médicament, là où il faut les utiliser, d'accord, mais là où il n'en faut pas, eh ben, voilà, il faut une conscience critique pour ça. Donc, les maladies chroniques sont malheureusement tombées sous la coupe, vraiment, dans toutes les maladies chroniques maintenant, arthrite rhumatoïde, psoriasis, lupus, sclérose en plaques, tout ça, on utilise désormais les anticorps monoclonaux, donc ces médicaments qui, comme je le disais et répétais, ont été mis sur le marché pour des cancers en phase terminale et même là n'ont pas fait la preuve de leur efficacité. Alors ce qui se passe, c'est que nous avons là des effets secondaires absolument dramatiques, comme la LEMP, la leucoencéphalopathie multifocale progressive, qui apparaît chez les patients prenant n'importe lequel de ces médicaments-là, que ce soit pour une sclérose en plaques ou autre. Or, le problème, c'est que c'est une maladie qui est invalidante, qui va tuer, tout simplement tuer après avoir, pendant quelques mois ou pendant quelques années, complètement détruit la vie de la personne. C'est une maladie neurologique, donc du système nerveux central, et on sait depuis le départ. Le Tysabri, par exemple, on l'a retiré une fois en 2005 parce que justement il y a eu des morts au cours des essais cliniques, morts justement de cette leucoencéphalopathie multifocale progressive. Or, qu'est-ce qui s'est passé? La pression des associations des patients instrumentés par l'industrie pharmaceutique, la pression des laboratoires fait qu'il a été réintroduit sur le marché sans nouvelle étude probante et donc toujours prescrit dans la sclérose en plaques. Donc je vous parle là de médicaments qui sont prescrits larga manu, où on ne parle pas d'effets secondaires réversibles ou je ne sais quoi, mais d'effets secondaires absolument gravissimes, puisque ces médicaments, donc tous les anticorps monoclonaux induisent une immunosuppression. C'est à peu près ce que ferait un virus HIV, c'est-à-dire que le système immunitaire s'effondre, mais ça c'est induit par le médicament. Donc, dans ces maladies chroniques, on dit, oui, c'est tout l'intérêt, parce que du coup, dans cette maladie auto-immune qui est, je ne sais pas moi, le psoriasis ou la polyarthrite rhumatoïde, du coup le système immunitaire ne va plus attaquer ses propres tissus. Oui, mais du coup il y aura aussi la porte ouverte pour que le patient attrape tout ce qui passe. Outre la LEMP, il y a aussi beaucoup d'infections opportunistes et il y a des effets secondaires absolument terribles. Donc ça c'est un scandale à dénoncer absolument, cette classe des anticorps monoclonaux, et c'est pour ça que puisque c'était dans le sujet et que ça montre aussi un certain nombre de méthodes de l'industrie pharmaceutique, j'ai préféré insister là-dessus. D'autre part, je n'ai pas le temps d'entrer dans les mêmes détails, mais je tiens à souligner qu'il y a une autre classe de médicaments qui, elle aussi, mènera à un moment donné à un scandale, et quand il éclatera, ce sera le Mediator avec les 500 morts, ce sera à rien du tout par rapport à tout ça. Ce sont les analogues agonistes GnRH qui, eux aussi, et on est toujours dans le sujet, eux aussi ont été prescrits au départ dans les cancers, ont été inventés pour ça, et on a là vraiment de façon très ironique une sorte de mise en abîme. Vous avez vraiment la classe de médicaments qui illustre parfaitement le cercle vicieux, c'est-à-dire on empoisonne l'environnement et on empoisonne les hommes à travers l'environnement par des perturbateurs endocriniens, pesticides, bisphénol A et autres. Et après, ce qui se passe, c'est que forcément ça a des retentissements au niveau endocrinien des organismes humains. Et on va produire des perturbateurs endocriniens chimiques
pour essayer d'agir là-dessus. Et je m'explique. Donc, les analogues agonistes GnRH, Enantone, pour donner quelques noms de marques, Enantone, Decapeptyl, Zoladex, Synarel, il y en a là encore toute une panoplie, tous du pareil au même, mais comme je disais, c'est des MeToo. Moi aussi, j'en veux. Donc, bonnet blanc et blanc bonnet. Donc, au départ, on a produit le premier d'entre eux, l'Enantone, pour le cancer de la prostate. Donc on disait, puisque la plupart des cancers de la prostate sont hormonodépendants, donc du coup, bon, une fois qu'on aura opéré, fait la radiothérapie, je ne sais quoi, donc déjà c'est un cancer qui est surdépisté, et je crois qu'on doit dire un mot du surdépistage des cancers, toujours pour rester dans le sujet, et des surtraitements, cancer du sein, cancer de la prostate, un surdépistage absolument incroyable avec des conséquences, comment dire, traitements inutiles, faux positifs, petites tumeurs de rien du tout qui n'auraient jamais rien provoqué. Enfin bon, donc ça c'est encore un autre sujet, on pourra revenir si vous voulez dans la discussion. Donc pour l'Enantone, prescrit dans le cancer de la prostate, et après, qu'est-ce que se sont dit les laboratoires? Comme tout à l'heure, étendre le champ. Donc du coup, ils se sont dit, il faut étendre ça aux maladies non cancéreuses, mais pour tout ce qui a un rapport avec des hormones. Donc tout ce qui est endocrinien peut être susceptible d'être traité par un tel médicament qui, encore une fois, était autorisé sur la base d'un rapport bénéfice-risque qui était calculé pour des cas de cancer. Et on ne prend pas les mêmes... enfin, on peut se permettre à un moment donné de prendre certains risques s'il s'agit de traiter un cancer, voilà, mais ce n'est pas la même chose s'il s'agit de traiter des maladies bénignes. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé aussi sur la base d'un certain nombre de fraudes qui ont été détectées aux États-Unis, mais qui ne sont absolument pas mentionnées en France. Enfin, moi, j'en ai parlé, mais bon, encore une fois, c'est pas de moi qu'il s'agit ici. Comment dire, on a étendu ces médicaments à des maladies comme l'endométriose, qui d'ailleurs a une solution uniquement chirurgicale, mais au lieu d'opérer de nos jours et de guérir ces femmes en 1 à 2 opérations, parce que parfois ça peut être très étendu, eh ben on va les médicamenter très lourdement pendant des dizaines d'années. Donc c'est bien sûr, côté financier, c'est tout bénef. On a étendu ça à la puberté précoce, et c'est pour ça que c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment l'ironie du sort, c'est-à-dire les perturbateurs endocriniens qui provoquent des dégâts sur l'organisme humain et qui vont donc abaisser l'âge de la puberté. Donc on aura une puberté de plus en plus précoce, avec des cas même de puberté chez des petites filles de 4-5 ans, voilà, et de plus en plus 7-8 ans. Et ben, au lieu d'agir sur l'environnement et d'interdire les perturbateurs endocriniens, on va en produire un chimique et on va médicamenter ces jeunes filles. La plupart du temps, c'est chez les jeunes filles que ça arrive. Et on va les médicamenter, et en plus, on va là encore étendre le champ, puisque normalement, ces médicaments ne devraient être prescrits que chez les jeunes filles de moins de 8 ans, parce qu'on considère qu'au-delà de 8 ans, la puberté est normale. Mais les leaders d'opinion, c'est-à-dire ces grands professeurs et autres médecins qui ont des conflits d'intérêts avec les labos, tiennent un discours qui est plutôt de la propagande pour dire aux parents « Ah oui, mais attention, si votre petite fille a ses règles à 9 ans, elle ne sera pas très grande. Hein. » Donc du coup, vous avez une médicamentation pendant des années avec des risques énormes. Je n'ai pas le temps ici de les détailler, parce qu'il faut finir effectivement, pour espérer gagner 3 cm en moyenne
si jamais ça arrive, donc avec des risques énormes. On prescrit cela, il faut absolument que je le dise, on prescrit ces médicaments-là aussi dans la procréation médicalement assistée. Donc là encore, vous voyez l'ironie du sort, c'est-à-dire infertilité ou hypofertilité, voire stérilité, parce qu'il y a des problèmes d'environnement. Bon, il peut y avoir d'autres problèmes. Là, j'essaye de rester simplement dans le champ de la discussion d'aujourd'hui. Et donc, infertilité, voilà, et on va utiliser ces perturbateurs endocriniens chimiques pour, soi-disant, résoudre ça. Et nous aurons là-dedans un scandale qui sera semblable à celui du Distilben, puisque ces médicaments utilisés dans la procréation médicalement assistée ont une réaction en 2 temps, et la première phase de leur réaction est exactement comme celle du Distilben, c'est-à-dire une hausse très importante des estrogènes dans ce cas, puisque on parle des femmes. Donc il y a beaucoup de choses, et je préfère toujours avoir des exemples concrets et des dossiers concrets, parce que voilà, il y a certainement parmi vous des gens qui ont quelqu'un ou se voient eux-mêmes ou quelqu'un de leur famille prescrire un analogue agoniste GnRH, un anticorps monoclonal, soit en endométriose, soit en cancer du sein, en puberté précoce. On arrive vraiment à des absurdités. N'importe quel syndrome inflammatoire pelvien de nos jours, on dit ouais bon ça doit être les ovaires, on prescrit je ne sais pas un décapeptile, une nénantone ou je ne sais quoi. On arrive à les prescrire même dans les fibromes. On sait très bien qu'un fibrome qui est important et qui pose des problèmes n'a qu'une seule solution, l'opération, le sortir de là. Soit il pose problème, alors on le sort de là, soit il ne pose pas de problème, alors on le laisse tranquille. Et qu'est-ce qu'on fait pour gagner plus de fric? Eh bien, on prescrit ces médicaments-là, voilà, qui n'ont absolument aucune utilité. Alors bon, j'ai préféré donner des exemples. Bon, on m'a demandé aussi de présenter la Fondation Sciences Citoyennes, voilà, donc outre mes activités sur Pharmacritique, mais des activités, je ne suis ni journaliste, ni quoi que ce soit, je suis juste une citoyenne lambda qui a accès à des informations et essaye de les faire passer. Voilà. Donc outre ça, je fais aussi partie du conseil d'administration de la Fondation Sciences Citoyennes qui a donné un certain nombre de lanceurs d'alerte, puisqu'elle a même été fondée par des lanceurs d'alerte comme André Cicolella ou Jacques Testard, Christian Vello et d'autres, donc sur des questions d'OGM, de perturbateurs endocriniens, limites et dérapages de la procréation médicalement assistée et ainsi de suite. Donc c'est une association qui milite pour une véritable démocratie participative et la mise en place d'un certain nombre de formes de démocratie participative dignes de ce nom, comme les conventions de citoyens, et puis aussi pour que les citoyens reprennent en main la décision sur les questions de choix technologiques et scientifiques. Donc la science ne nous dépasse pas, la technologie ne nous dépasse pas, il suffit de regarder pour voilà, s'informer, avoir une conscience critique et décider en fonction d'un certain nombre de formations qui pourraient être faites par exemple par des experts dans des expertises contradictoires, pluralistes et ainsi de suite. Et bon, il faut que je réagisse quand même à une notion qui a été abordée à plusieurs reprises ici, c'est le consentement éclairé. Eh bien non, je suis totalement en désaccord avec ça, parce que ça veut dire qu'on obtient le consentement, c'est-à-dire que finalement le patient arrivera à consentir à ce que lui a proposé soit le médecin, soit peu importe quel thérapeute d'ailleurs, parce que je ne parle pas que de la médecine conventionnelle ici. Donc non, il faut s'orienter comment dire, vers les termes anglo-saxons.
Mais j'ai essayé justement dans mes activités de faire passer un certain nombre de choses. Par exemple, j'ai popularisé en France, bon, d'abord en donnant ça à des organisations de médecins comme le Forum Endep, populariser le Sunshine Act, populariser un certain nombre de dispositifs qui existent aux États-Unis. Et là, pour ce qui est de ce que pourrait remplacer le consentement éclairé, eh bien, orientons-nous vers ce qu'on appelle shared decision making, c'est-à-dire une décision médicale partagée, et vers ce qu'on appelle dans les pays anglo-saxons empowerment, c'est-à-dire c'est une sorte de, je ne vais pas traduire ça comme par prise de pouvoir, mais on devrait, on est en République, le citoyen républicain a par définition le privilège de pouvoir et de devoir se mêler de tout. Donc il devrait avoir le pouvoir de dire ce qu'il pense partout et de participer à la décision partout. Ne pensons qu'à ça, le citoyen républicain, tout simplement. On n'a pas besoin de faire la révolution, juste se rappeler des principales caractéristiques de ce régime. Voilà, merci. Merci à vous.